Voilà, bonjour. Pascal Corlaire, je suis président de l'ADAPI de la Sarthe. Je voulais d'abord remercier le conseil d'administration et la présidente pour l'excellent travail qui est réalisé à l'Union, un travail de qualité, mais j'ai lu attentivement le rapport d'activité et le rapport d'orientation, et je crois qu'il y a un travail de fond qui est accompli depuis plusieurs années, qui est tout à fait important, et en cela, merci beaucoup à toute l'équipe. Cependant, en tant que président de département, je pourrais dire que sur le terrain, les choses ne sont quand même pas tout à fait si simples que ça. Je vais parler un petit peu des agences régionales de santé. Depuis qu'on est dans les agences régionales de santé, j'aurais tendance à dire que nos établissements ne sont pas en très bonne santé. Vous savez que les taux d'évolution sont si faibles que parfois ils ne couvrent pas le glissement vieillesse-technicité dans un établissement. Donc concrètement, depuis plusieurs années, on ressent une baisse de la qualité d'accompagnement des personnes accueillies. Je ne l'ai pas dit, hein, le mot qu'il ne fallait pas dire, des personnes accueillies. Donc on ressent vraiment une baisse de qualité, des professionnels qui ne sont plus remplacés quand ils sont malades, des activités qu'on ne peut plus faire, et puis d'autres, vraiment une baisse d'activité. Ça nous interroge sur notre position dans la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire. Est-ce que c'est vraiment notre place ? Ça a été déjà débattu au cours de la loi, mais une loi, ça peut toujours se revoir. Hein. Est-ce qu'on est traité un petit peu comme le sanitaire? On compte que pour 10% dans le sanitaire, et peut-être qu'on est un petit peu oublié, et on le voit bien au niveau des budgets, on est oublié. Donc, une question que je pose à l'UNAPI, est-ce que c'est un combat d'arrière-garde de penser qu'on pourrait sortir de la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire? Dans ces agences régionales de santé, on nous parle de ratios, de taux, etc., de bonne conduite, d'agence de ceci, d'agence de cela. Et ça, c'est le travail de fond, il est important. Mais concrètement, ça ne se traduit pas dans les établissements. On est vraiment en perte de qualité. Alors s'il y a d'autres présidents qui ressentent ça dans leur département, eh bien il faut le dire ici, c'est le moment de le dire. Donc voilà, on est dans cette société un petit peu bizarre où à la fois on a des missions, la mission Pifto, la mission ceci, les livres blancs. On est vraiment dans la qualité, mais on n'a pas les fonds. On n'a pas les fonds pour faire tout ça. Ça c'est le concret des choses. Je voulais vous parler aussi de l'école et puis de se méfier des lois. Rappelez-vous, il y a 7 ans, au congrès de Tours, j'avais intercepté le président Nicolas Sarkozy, que nous avions chaleureusement applaudi, qui nous avait fait un discours très puissant sur le handicap. J'avais été scotché par tout ce qu'il avait dit sur le handicap, très sincèrement. Mais je l'avais interrompu pour lui dire, votre loi que vous mettez en place, qui va condamner l'État parce qu'il n'y a pas de place dans les écoles, c'est pas une bonne loi, il restera, ça n'ira pas. 7 ans après, vous-même, l'UNAPI, vous dites 15 000 environ, hein, je crois, 15 000 enfants n'ont pas de solution adaptée de scolarisation, adaptée et correcte. Voilà, 7 ans après. Vous voyez qu'il faut se méfier. Vous dites, et vous avez raison, et je crois qu'on a raison d'être co-constructeur. Je suis absolument d'accord avec vous. Là-dessus, il faut qu'on soit co-constructeur. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Je vais vous donner un autre exemple. La loi de refondation de l'école. Qu'est-ce que c'est? C'est la reprise du décret du 2 avril 2009. Le décret du 2 avril 2009, ça fait 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Je vais vous dire, dans la Sarthe, nous avons 6 classes primaires, 3 classes collèges, 1 classe lycée délocalisée. Ça veut dire que les enfants vivent, avec les moyens de l'IME, vivent dans une structure du droit commun, une structure publique du droit commun. Si demain, les directeurs de ces structures-là devaient dire « on ne prend plus vos enfants parce qu'on n'a plus de place », eh bien tout s'effondrerait. Qu'est-ce qu'il en serait de la loi de refondation de l'école? Rien. Donc vous voyez que ça c'est encore des textes, c'est beau, c'est bien. Je ne vous parlerai pas des auxiliaires de vie scolaire. L'UNAPI a été très présente avec le gouvernement Sarkozy sur cette négociation-là. Au bout de 5 ans, gâchis de compétences considérables et perte d'espoir pour des milliers de familles. Donc vous voyez que des exemples comme ça, je pourrais en prendre plein d'autres. Donc ma question c'est de dire, bravo, l'UNAPI est complètement à fond dans ce qu'il faut qu'elle soit, c'est très bien, mais est-ce que quelque part nous pourrions pas activer un petit peu plus notre énorme capacité de mobilisation des parents que nous avons, parce que nous sommes le seul mouvement parental capable de mobiliser des gens. Rappelez-vous, ni pauvres ni soumis.
à l'initiative de l'APF et que l'UNAPI avait merveilleusement bien suivi. 30 000 personnes à Paris. Le lendemain, Nicolas Sarkozy annonçait que l'AAH serait augmentée de 25% sur 5 ans. Il l'avait dit avant, mais il ne le faisait pas. Il l'a dit qu'il ferait le lendemain, il l'a fait. Et ça, moi, je suis convaincu que c'est la mobilisation de Ni pauvre ni soumis qui nous a amené ça. Donc, j'invite l'UNAPI à peut-être plus prendre en compte son domaine politique et être ce qu'elle a été dans le passé. Rappelez-vous, dans le passé, chaque fois que l'UNAPI a mobilisé les familles, elle a obtenu la mobilisation des familles et nous avons pu déclencher des grands plans. Donc je crois qu'il faut demander une loi cadre pour que les enfants soient inclus dans les collèges, dans les écoles et dans les lycées, avec des chiffres, des moments datés, c'est-à-dire qu'il nous faut des conventions avec les rectorats, avec les académies. Il nous faut aussi une grande loi de programmation de places, parce que vous prenez l'autisme, c'est bien 250 millions, mais moi tous les jours, en tant que président et d'autres présidents aussi, on rencontre des familles qui n'ont pas de solution, et vous le dites vous-même, il y a de plus en plus de cas catastrophiques ou qui aboutissent à des drames absolument affreux. Donc voilà, je crois qu'il nous faut demander, peut-être, vous allez me répondre, de sortir de la loi hôpital patient santé territoire, refuser la dictature des ratios, des missions, des livres blancs, des bonnes conduites, des ceci, des cela, qui ne nous donnent pas des places, qui ne nous donnent pas d'argent, une loi de programmation de places et une loi cadre pour la scolarisation des enfants. Je vous remercie. Plusieurs choses face effectivement à la dictature des ratios et surtout on nous avait promis que la loi HPST permettrait de répondre, enfin d'évaluer les besoins et d'y répondre. Et aujourd'hui on a une vulgaire politique de rationalisation de l'offre. C'est pour ça qu'il y a près de 3 ans maintenant, on s'est lancé dans la bataille d'observeurs. Si on veut vraiment avoir cette force décuplée, il faut qu'on soit en capacité d'avancer une observation fine, pas simplement en termes de « il manque tant de places ». Ça, c'est plus un discours qu'on peut tenir au regard de la situation économique de notre pays. J'ai pas dit qu'il fallait pas de place, hein. Attention, d'accord ? On peut dire, par contre, et on doit dire, à mon avis, on a besoin, il y a tant de personnes qui ont besoin de ça, tant de personnes qui ont besoin de ça, et au total, ça fait tant de place. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il faut partir des personnes. Et je pense que là, alors je ne sais pas si on sera écouté, mais en tout cas, nous, on aura tout ce qu'il faut dans les tripes pour le défendre. Ça, c'est clair. Donc c'est dans cette dynamique-là qu'il faut aller. C'est pour ça, je suis désolée, je suis un peu lourde, mais je vous engage à rentrer dans cette dynamique d'observeurs pour que, effectivement, à la fois sur les territoires, mais aussi au niveau national, nous parlions de la même chose aux décideurs. Ça, c'est très important, c'est ça un mouvement. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est que, vous l'avez dit, il y a sans arrêt des rapports. Alors, nous, quand il y a des choses intéressantes, on vous les relaie pour que vous en fassiez quelque chose sur le terrain, avec des kits de communication, machin, enfin, on fait au mieux, on ne fait pas toujours bien, c'est sûr, mais on fait au mieux. Et il y a eu en octobre 2012 le rapport Vacher-Janet sur l'évaluation des besoins et sur la réforme de la tarification. Il y avait dans ce rapport des choses intéressantes, notamment en vue de certains allègements des normes, de passerelles entre certains budgets, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, quand on fait des économies sur une ligne, ça nous est repris, hein, c'est pas, sauf en cas de CEPOM, mais il y a personne dans notre pays n'a intérêt à faire des économies, parce que de toute façon, ça ne lui revient pas pour qu'il investisse sur autre chose. Donc voilà, ça c'est un vrai problème. Or, l'administration a mis 18 mois pour recruter la personne qui allait pouvoir commencer à réfléchir sur cette réforme de la tarification. D'accord ? 18 mois. C'est pas nous, faute, à chaque CNCPH, de l'avoir demandé. D'accord ?
Donc ça, pour nous, c'est voilà, évaluation des besoins, réforme de la tarification, puis il y a un élément qu'il ne faut pas que vous oubliez. 4 ans de mandat, pour moi, 4 ministres. Voilà. Ils ont une technique, mais redoutable. Ils nous envoient quelqu'un d'à peu près sympa, ben, on ne crée plus qu'ils mordent. Et puis, alors là, on explique notre truc, voilà. Et puis, on se dit, tiens, ah, au bout de 6 mois, ils ont compris. Tiens, c'est pas mal, on va pouvoir faire quelque chose. Alors, ils commencent à alimenter l'administration, ils nous proposent un projet, des fois c'est bien, puis là, ils s'en vont. Alors, à quel moment il faut se mobiliser? Au moment où ils s'en vont, et de toute façon, qu'est-ce qui pourra se passer? Au moment où l'autre arrive, et là on lui met le poing dans la figure pour lui dire bonjour. C'est pas facile. Mais je suis d'accord avec ce que vous dites, hein. Mais voilà, il faut qu'on arrive à être pertinent. Vous verrez, enfin, vous entendrez demain, enfin, j'espère que vous réagirez au moment où il faut. Les messages ne sont pas subliminaux. Il se trouve que la ministre que j'ai rencontrée dès sa prise de fonction a des qualités, c'est celle d'avoir tout ce qu'il faut pour comprendre vite les problématiques. Ça ne veut pas dire qu'elle va comprendre, enfin qu'elle va répondre comme on veut, mais en tout cas, elle comprend. Déjà, c'est important. Bon, parmi les 4, elles n'étaient pas toutes comme ça, hein. Voilà. Là. Enfin, vous me connaissez, je vous dis les choses, hein, voilà. Bon. Donc c'est un atout. J'ai fait en sorte, puisque elle et moi on se connaît maintenant, de poser les choses pour demain. Non pas, et je déflore pas trop, hein, non pas sur des revendications ciblées, mais sur un discours beaucoup plus large. Alors, l'année dernière, on avait fait un discours, on ne nous a pas répondu au discours. Donc là, encore une fois, ils l'ont eu à l'avance, j'espère qu'ils vont répondre au discours. Un discours qui leur laisse l'opportunité de nous dire ce qu'ils ont envie de faire. Même pas une contrainte, hein. Grosso modo, on va leur dire qu'on est quand même très, très remonté, enfin, voilà. Et d'ailleurs, si elle vient demain, c'est pas tout à fait par hasard, parce qu'au début, elle devait venir, après, elle devait plus venir. Et j'ai eu le malheur de la croiser enfin, elle a eu le malheur de me croiser, peut-être plutôt, à une soirée des trophées d'accessibilité, parce qu'on nous avait dit, elle va pas venir parce qu'elle n'a pas le droit de sortir avant les élections européennes. Donc, hop, je la vois, je devais pas y aller, mais je représentais Jean-Paul Delevoye à cette, voilà, donc c'est comme ça que je l'ai croisée. Donc je suis allée voir son conseiller et je lui ai dit, voilà, je suis embêtée parce qu'il paraît qu'elle vient pas. Bah non, elle peut pas. Bon. Ben, je dis, écoute, c'est dommage parce qu'elle a écrit un truc dans l'IB là sur les personnes qu'on exile en Belgique, qui dit 2 choses, qu'il vaut mieux que les petits franciliens aillent en Belgique que dans le Gers parce que c'est plus près. Et le deuxième truc, c'est que si on est obligé de créer des places en Belgique, c'est parce que nos établissements n'acceptent pas les personnes handicapées comme ça. Alors je lui dis, tu sais, là ça fait un peu... Voilà. Alors comme elle vient, on allait lui en parler gentiment, mais comme elle vient pas, tu me connais, je vais me laisser aller. Alors bon, je retourne m'asseoir, tu étais là, tu m'as vu faire. Et juste avant qu'elle prenne la parole, puisqu'elle devait clôturer, je me suis levée ostensiblement, je suis allée chercher Jean-Jacques, on est partis tous les deux, je suis allée voir le conseiller, je dis voilà, je suis en train de faire un crime de lèse-ministre, puisqu'on ne vient pas nous écouter, moi j'écoute pas les discours ministériels aussi. Donc le lendemain, elle a annoncé qu'elle venait. Mais vous voyez l'énergie qu'il faut déployer pour une connerie, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement. On ne peut pas appeler ça autrement, voilà. C'est ça. Alors, la rue, vous avez raison, mais aujourd'hui, elle est nouvelle, quelqu'un qui comprend, elle hérite d'une situation. On va voir très rapidement demain, parce que si elle n'a pas compris, au vu du discours qu'elle a déjà entre les mains, que c'est demain qu'il faut répondre et pas dans 6 mois, là, voilà. Mais il faut être sympa avec les nouvelles, hein.